Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Allez, vous êtes déjà nombreux. Évidemment, Sauna 13 est dans la place, Steph OM 86, Phoenix, Tokyo, Vernia, Konnichiwa la team, arigatou gozaimasu. JMOM 1338, Chris 3090A. Undies parisienne. Voilà, bon, on va pas le dire tous les pseudos de tous les copains. Je commence cette mon café en souhaitant un joyeux anniversaire à Mathéo. Voilà, Mathéo, le fils de Roxane, ma chérie. Donc, bon anniversaire Mino et félicitations pour ton permis parce que c'est son anniversaire et hier il a eu son permis. Voilà, vous savez tout. Donc, des félicitations s'imposent. Donc voilà, félicitations. Et sois prudent quand même. Voilà. Ça va bien les amis et vous? Je suis plus détendu que les autres émissions. Il y a des copains sur MyFo5 qui m'ont dit « Ouais, la dernière émission, tu étais en colère et tout, nani, nana. Tu as coupé la parole à tout le monde. C'est pas bien. » Donc j'ai dit ouais effectivement c'est pas bien. Je reconnais, j'étais un peu contrarié et ça s'est vu et ça s'est entendu. Mais après comme je l'expliquais dans le salon de MyFo5, c'était parce que j'ai eu une grosse déconvenue par rapport au début de saison. Donc voilà. Donc c'était pour dire, je reconnais avoir été agacé. Je voulais citer le copain, si je le retrouve rapidement. Pourquoi ah oui, parce que c'était sur le salon général. Je cherche sur mon salon, mais en fait, il avait parlé sur le salon public, le copain. C'était Jean-Jean. Voilà, Jean-Jean, je te cite à l'antenne. Donc voilà, effectivement, j'étais un peu nerveux, un peu énervé, un peu nerveux. Et c'est vrai qu'en tant que présentateur du talk, je devrais faire peut-être preuve d'un peu plus de retenue. Donc toutes mes excuses à toute la communauté du Phocéen si vous m'avez trouvé trop agacé et trop irritant. Voilà, les excuses sont faites, Jean-Jean. Et je te remercie pour ton message. Allez, on commence. L'Opsi. Seb, tu trouves pas que De Zerbi, c'est pas où il va? J'ai l'impression qu'il est perdu déjà et qu'il n'a plus de solution. C'est pas... Comment expliquer ce que je ressens en ce jeudi 14 novembre? C'est pas qu'il est perdu et c'est pas qu'il sait pas où il va. C'est je vais vous faire un parallèle, vous allez comprendre à travers, vous savez que je suis plein d'images, plein d'explications, etc. Mais moi j'ai fait du tennis de table à haut niveau, j'ai fait des championnats de France, etc. Donc bon, j'étais pas numéro 1 français, loin s'en faut, mais j'avais quand même un très bon niveau. Et j'avais un jeu sur le revers pour les initiés, j'avais un picot, c'est-à-dire c'est un revêtement avec des petits points, c'est fait pour annuler l'effet de la balle. Et ça c'était sur le revers, et sur le coup droit je mettais des patates. Et des fois tu joues sur des joueurs, ils savent parfaitement jouer les défenseurs, et donc chaque fois qu'ils envoyaient des balles sur mon revers, je renvoyais avec mon picot, et les mecs ils étaient gênés de rien. Il y en a d'autres, ils étaient gênés de fou, ils savaient pas, ils s'en sortaient pas, donc je les massacrais, et il y en a d'autres, ils me jonglaient. Et quand tu tombes contre ce genre de joueurs, ben, trouver des solutions pour t'en sortir. Donc mon entraîneur de l'époque me disait, il faut absolument, quand tu joues sur des joueurs qui, tu vois que tu les gênes absolument pas avec ton revers et avec ton picot, il faut absolument que tu prennes ton coup droit en revers aussi. Donc c'était assez physique. Heureusement j'étais moins volumineux, plus sec et plus en jambes. Et donc je prenais mon coup droit et j'envoyais des patates même quand la balle arrivait en revers. Donc ça me demandait beaucoup d'efforts physiques, parce que j'arrivais pas à les gêner avec mon picot à ces joueurs-là. Mais donc tu es en difficulté. Ce que je veux dire et ce que je veux témoigner, c'est que du coup tu te retrouves en difficulté
Et il faut que tu trouves des solutions, mais qui sont presque pas naturelles, parce que venir chercher des balles en revers avec ton coup droit, il faut que donc du coup tu ouvres toute la table. Donc une fois que tu as fait ton coup droit, si l'autre il te met plein coup droit, il faut que tu cours comme un dératé pour récupérer la balle. Donc t'es pas dans une situation très 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 favorable. Alors que sur ceux qui avaient du mal avec mon picot, ben forcément c'est eux qui étaient gênés, donc c'était plus facile pour moi. De Zerbi, c'est un peu pareil. Le gars il a un brassier derrière, le mec il veut construire depuis sa défense. Et puis il a un os, il a un mec, il n'y arrive pas. Alors il fait reculer Kondogbia parce qu'il y a plus de technicité, parce que c'est un milieu de terrain qui est plus à l'aise balle au pied. Mais le mec, c'est pas un défenseur. Donc du coup, il se retrouve avec d'autres problématiques. Ok, c'est à l'aise balle au pied, mais défensivement, ça le fait pas. Tu corrèles ça au fait que Balerdi, c'était un monstre sacré l'année dernière, il était au firmament, cette année, c'est l'ombre de lui-même. Donc il se retrouve avec un brassier qui est un plot technique, avec un Balerdi qui est dans un déficit de confiance et ça commence à lui rentrer dans sa tête. Donc tu trouves pas qu'il a plus de solution. C'est que pour son style de jeu à lui, c'est plus compliqué. D'ailleurs, si vous vous souvenez, l'ami Gasset, quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il a dit, bon écoutez, il y a un déficit de confiance, on va faire simple, vous avez des ballons, vous balancez devant, on fait un pressing haut et on voit ce qui se passe. Mais De Zerbi, il veut pas faire ça. De Zerbi, il veut pas tomber dans du pragmatisme absolu, il veut pas dire, bon allez, je me dénature, je vais plus faire du De Zerbi. Je vais m'adapter à la situation. Donc Brassier, il n'y arrive pas. Kondogbia, il n'y arrive pas. Balerdi, il est en souffrance. Bon, mais on va faire autrement. Voilà. Moi, si j'étais entraîneur, je pense que je ferais ça. C'est-à-dire que je dirais en conférence de presse, voilà, je vais me dénaturer. Mes préceptes de jeu, c'est absolument pas ça. Mais voilà, avec mes joueurs, pour l'instant, je vois bien qu'ils ont des difficultés au niveau technique, au niveau tactique, au niveau confiance. Donc, je vais changer mon plan de jeu. On va pas voir du Volpe, si c'était moi l'entraîneur. On va voir autre chose. Je vais essayer de m'adapter à la situation. Ça me contrarie, parce que moi, je préfère jouer mon style de jeu, mais je vois que mes joueurs n'y arrivent pas, donc je vais m'adapter. Lui, il veut pas. Lui, il fait du De Zerbi, il veut rester sur sa méthodologie, il veut rester sur ses préceptes. C'est un projet à 3 ans, il veut inculquer ça, il veut que ça se diffuse au fur et à mesure. Donc, il reste sur cette ligne-là, et je serais tenté de dire, pourquoi pas. Donc voilà. Donc, c'est pas qu'il n'a pas de solution, c'est qu'il veut mettre en place son style, et c'est ce qu'il fait. Voilà. Et je suis pas d'accord non plus avec Peter Stewart qui dit De Zerbi ne comprend rien au championnat de France comme tous les coachs étrangers. Parisienne hors OM, demain le FC Lyon passe devant la DNCG, ils vont être sanctionnés sans aucun doute. Est-ce que c'est une opportunité de marché? On risque de voir émerger un monstre si cela arrive. Si ce n'est pas créé, pardon, j'ai mal lu, pour l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si l'Arabie Saoudite, ils sont très intéressés pour acheter Lyon. Tu sais, quand ils ont racheté le Qatar, le PSG, le Qatar, c'est plus des deals immobiliers. Ils ont racheté les plus gros hôtels. Ils ont eu, ils se sont achetés une image. C'est la capitale, c'est Paris. Je ne sais pas s'il y a de réels enjeux économiques pour l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas dans les petits papiers de l'Arabie Saoudite. Mais voilà. L'OM13 qui nous dit « Salut le boss, je trouve que tu as le même visage que Ruud van Nistelrooy, mais sans les cheveux. » C'est véridique avec des smileys. Écoute, franchement, Ruud van Nistelrooy, c'était un attaquant pour les plus jeunes qui ne connaissent pas. Un numéro 9, hollandais, c'était un monstre. Donc ça fait plaisir d'avoir la tête d'un monstre. Hein. Si tu m'avais dit tu ressembles à je ne vais pas dire de l'homme pour blesser personne, mais... Loulou Duvin qui nous dit il faut qu'il aligne Balerdi et Cornelius et tu verras que Balerdi sera meilleur à mon humble avis. Moi j'ai milité depuis des semaines pour Cornelius et c'est vraiment une incompréhension de ma part. Loulou, le mec il est arrivé le premier match à Brest, on lui siffle un penalty contre alors qu'il n'y a rien du tout, il est un petit peu en souffrance sur ce match là, mais après les autres matchs qu'il a fait c'était très correct, moi je dirais même bon, certains diront très correct. Techniquement, c'est à l'aise. De la tête, c'est impressionnant au stade Vélodrome de le voir, il récupère tout. Mais le mec joue plus. Ça par contre, c'est une vraie interrogation. Et le Roberto, sur le coup, je ne le comprends pas. Mandanda 77 Seb, la prochaine conférence de presse fait poser la question pourquoi Rabiot n'est pas à gauche. Romain Herring l'a déjà expliqué. Si c'est pas Romain Herring, c'est Slim. Roberto De Zerbi aime bien dans l'entrejeu avoir des faux pieds, c'est-à-dire que Rabiot qui est gaucher, il préfère le voir à droite parce que comme ça il est sur son faux pied pour rentrer, etc.
Et voilà, c'est ce qu'il a envie de mettre en place. Alors après, on pourrait se dire aussi, ouais, mais Roberto De Zerbi, il veut partir de derrière, reconstruire le jeu. Nous, on préférerait qu'ils mettent des... En fait, De Zerbi, les amis, c'est pas Tudor. C'est De Zerbi. Il a un style de jeu, il a des préceptes. On ne peut pas lui dire non, mais nous on voudrait que Rabiot il soit à gauche, non, mais on ne voudrait pas que tu repartes de derrière proprement, non, mais on ne veut pas que si. Non, en fait, joue comme tu dors, s'il te plaît. Nous on aimait bien Tudor, comme ça jouer, ça pressait, ça mettait du cœur. Alors, joue comme ça, s'il te plaît. Eh bien, alors à ce moment-là, il faut faire revenir Tudor ou prendre un entraîneur qui est dans la même veine. De Zerbi, c'est autre chose, c'est un jeu de possession, ça construit de derrière, ça aspire les blocs adverses et puis ça les contre, ça les pique par moments. C'est pour ça que ça marche très bien à l'extérieur et qu'on a plus de difficultés à domicile. Pareil pour Balerdi, Babembuzz. Pourrait-on pas remettre Balerdi à axe gauche? Lui au moins serait dans les meilleures conditions. Ta remarque est forcément pertinente et on s'interroge tous sur la question. Nico Amskas qui me dit salut Seb, penses-tu qu'on aura un autre OM dans le jeu vu qu'on rencontrera des équipes concurrentes? PSG et Auxerre, c'était très pauvre. C'est une bonne réflexion, Nico. C'est vrai que quand on va jouer Monaco qui vont produire du jeu, ça va s'apparenter plus au Vélodrome à un match à l'extérieur. C'est-à-dire c'est pas deux lignes de 4 avec deux mecs devant pour contrer et même un mec, deux mecs devant. Oui, effectivement, ça va produire du jeu, donc ça va être peut-être un peu plus intéressant pour nous. Après, le PSG, ils n'étaient pas tous derrière, ils nous ont mis la misère. Donc voilà. Tu es complètement, Steph 86, donc tu es complètement en désaccord avec Romain Canucci qui réclame du Robert De Zerbi. Moi, je ne suis pas en désaccord. Je vous dis que De Zerbi, il fait du De Zerbi. Romain, effectivement, il veut voir du De Zerbi. Je dis juste que moi, Sébastien Volpe, je ne demande pas à Roberto De Zerbi de le faire. Je dis que moi, si j'étais coach de l'Olympique de Marseille, je pense qu'un bon coach, c'est un coach qui s'adapte à son effectif et pas l'effectif qui doit s'adapter au coach. C'est ma vision. Ma vision, elle m'appartient. Ma vision, c'est la mienne. Et peut-être qu'on n'est pas d'accord des fois avec Max, que j'estime largement meilleur que moi tactiquement et footballistiquement, qui me dit, moi j'aime bien quand l'Olympique de Marseille impose son style de jeu. Qu'on joue Paris, qu'on joue Auxerre, qu'on joue Nantes, qu'on joue ci, qu'on joue là, je veux qu'on joue pareil à la Guardiola. C'est Manchester City contre n'importe qui, contre qui il joue, c'est toujours Manchester City. Tu allumes ta télé, tu mets une chaîne de sport, tu vois un match de foot, tu sais pas que c'est City, tu regardes 5 minutes, tu te dis ah mais ça c'est City qui joue. C'est identifiable. Voilà, tu sais que c'est eux. Ancelotti avec le Real, quand il joue contre City, il joue bloc bas, il est contre. Quand il joue contre Valladolid, il produit le jeu, c'est lui qui a la maîtrise du ballon. En fonction des matchs, il s'adapte. Il vient de se faire fesser par Barcelone. Donc je ne dis pas Ancelotti perd jamais, Ancelotti c'est un monstre. Je dis juste que je trouve que, encore une fois, je vais faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Mon parallèle, il est peut-être complètement nul, mais c'est le mien, donc je vous le livre, puisque c'est moi qui fais l'émission ce matin. Si tu es chef cuisinier, et que tu aimes bien faire des pizzas et qu'on te donne, on te donne pas de pâtes, on te donne des raviolis, tu vas dire quoi? Ouais, mais moi je fais pas manger à midi. Ouais les gars, moi je fais des pizzas. Moi j'ai fait des pizzas et j'ai pas la pâte, j'ai pas la sauce, j'ai pas les champignons, j'ai pas les olives, j'ai pas les anchois, je peux pas faire les pizzas. Alors midi on mangera pas. C'est pas plus judicieux un entraîneur, j'allais dire un cuisinier, qui va dire bon aujourd'hui on a des raviolis, bon moi je préfère cuisiner des pizzas, on m'a recruté pour faire des pizzas, des bonnes pizzas, je suis chef, je suis le meilleur pizzaiolo du monde, j'ai gagné tous les concours de pizza et tout, je suis un monstre en ça, mais bon j'ai pas le matériel, donc pour l'instant, on va faire des raviolis parce que pour l'instant, dans la cuisine, j'ouvre les étages, je regarde sur les étagères de ma cuisine, j'ouvre les placards et j'ai des raviolis, donc je vais pouvoir faire des bons raviolis. Voilà. Alors moi, je préfère faire des pizzas. J'ai été recruté pour faire des pizzas, mais pour l'instant, je vais faire des raviolis. Alors c'est toujours pareil. Mon raisonnement, il est court-termiste. C'est sûr que si tu pars sur un projet à 3 ans
Et il faut peut-être mieux que tu mettes en place tes bases et ben, tu fais des pizzas qui seront peut-être pas les meilleures du monde, mais on t'a pris pour faire des pizzas, ben, tu fais des pizzas et puis tu espères qu'au fur et à mesure, on te donnera les ingrédients pour arriver à faire les meilleures pizzas du monde. Et moi, je sais pas, j'estime que dans la vie, c'est aussi être pragmatique. Voilà, c'est te dire, bon, là j'ai qui à disposition et je joue comment et je fais comment. Voilà. Est-ce que le pragmatisme à 100% dont je parle ne nécessiterait pas, j'y suis arrivé, que Roberto se dise, bon, en fait, j'ai des soucis défensifs, analysons la situation. Est-ce que je peux faire jouer un Balerdi, un Brassier, un Cornelius dans une défense à 3? Je mets Balerdi au centre, Brassier axe gauche, Cornelius axe droit. Ah ouais, peut-être ça pourrait marcher. Est-ce que Quentin Merlin, c'est pas il pourrait pas faire office de piston gauche? Ah ouais, ça pourrait marcher. Est-ce que Lirola, ça pourrait pas faire office de piston droit? Ah ouais, ça pourrait marcher. Ou Murillo, d'ailleurs, ou Ulysse Garcia à la place de Quentin Merlin. Oui, ces joueurs-là ont le profil pour jouer piston. Ah ouais, ça pourrait marcher. Est-ce que si du coup je mets Holberg est-ce que si je mets Holberg et Rabiot devant la défense, ça pourrait pas marcher? Ah ouais, ça pourrait marcher. Et donc, en fait, ouais, je pourrais me faire une espèce d'équipe tudorienne où peut-être que, du coup, Brassier, Balerdi, Cornelius, ensemble, seraient plus rassurés, auraient moins de responsabilités. Et puis, dans tes couloirs, tu pourras avoir du Quentin Merlin et du Lirola. Vu que tu as les 3 derrière, ça devrait être plus sécurisant. Et voilà, je pars sur ça pendant un certain nombre de matchs parce que ça ressemble plus au profil des joueurs que j'ai dans mon effectif. Mais si tu fais ça, tu mets pas en place ta philosophie de jeu. Donc c'est des avis, voilà, c'est des avis. Si j'étais entraîneur, j'aurais pas mon style à moi. Je me dirais, voilà, je vois les joueurs que j'ai, comment je peux en tirer le meilleur parti, un peu à la Deschamps. Voilà, très pragmatique. Comment je peux en tirer le meilleur parti? Voilà, c'est comment j'utilise la quintessence de mon effectif. Et si j'étais entraîneur, je dirais à mes joueurs, voilà, avec moi, ça va pas être compliqué. Je veux qu'on commence le match tambour battant, on va leur rentrer physiquement dedans. Et si on a la chance d'ouvrir le score, nous, après derrière, on joue bloc bas. On va les attendre, on va attendre qu'ils viennent pour essayer d'égaliser, on va les contrer. C'est un exemple, c'est une théorie, c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que dans le même match, avoir plusieurs plans de jeu, plusieurs états d'esprit, et pas toujours je pars de l'arrière, je fais des passes à droite, à gauche, j'essaye de trouver de trouver mes attaquants qui vont faire un renversement d'aile pour faire un décalage et un truc un peu, je vais mettre des guillemets, stéréotypé. Moi, je leur dirais, voilà, le foot, c'est aussi de la création, c'est aussi de la liberté, donc faites-vous plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez ma façon de voir le foot. Nicolas 17, Seb, tu ressembles à l'acteur principal de la série Ma famille d'abord. Connais pas. Seb, tu as des cibles pour le mercato? Non, c'est Foufa parce que très sincèrement, tu as du Bastien Cordeau, tu as du Kevin Kribich que j'embrasse d'ailleurs. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Kevin. Kevin, il faudrait lui demander de passer une tête. Ces gens-là, ils regardent des matchs à ne plus savoir qu'en faire, et du coup ils peuvent te dire, ah putain, quand j'ai vu Lorient Guingamp, Brest je sais pas qui, ou voir Brest en Coupe d'Europe, ils jouaient contre l'Atalanta, je te dis n'importe quoi, ils vont te dire, il y a un Lookman là chez l'Atalanta, alors je donne des noms et des exemples que je connais puisque moi aussi j'ai vu Lookman, et donc ils ont un panel de matchs et un panel de joueurs, et après en plus ce qu'ils font, c'est que quand ils voient un joueur genre Lookman, ils se disent, bah tiens, je vais regarder le prochain match de Serie A pour voir si le Lookman effectivement c'était un coup d'éclat sur ce match précis, ou si au final effectivement il est très bon. Et donc quand dans les émissions tu leur dis tu as des cibles pour le mercato, ils vont
te dire, ah ben moi j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Moi, j'en regarde pas des matchs en dehors de l'Olympique de Marseille. Donc, je suis absolument incapable de te dire qui je voudrais voir. Voilà, donc j'ai pas de réponse spécifique à t'apporter. L'opsi perso, j'en ai marre du handball, il n'y a aucun pressing, c'est pénible. Ben ouais, mais moi aussi, surtout au stade Vélodrome. Parce qu'à la limite, tu vois, la première mi-temps, l'opsi à Nantes, bon, tu contrôles le ballon, tu maîtrises le jeu, ça me va très bien. Je veux dire, tu es à l'extérieur et tout. Bon, tu sais que tu vas piquer, tu vas contrer comme ils jouent, c'est très bien. C'est pour ça que je vous dis, moi, jouer comme ils jouent De Zerbi à l'extérieur, c'est génial. Tu sais que les équipes, elles se livrent, tu sais que les équipes, elles font du pressing, tu sais que les équipes, elles vont te rentrer dedans parce qu'ils jouent chez eux, et toi, tu as cette possession, et de temps en temps, tu les piques, c'est parfait. J'essaierai de mettre en place autre chose. Au stade Vélodrome, allez, on a Joël dit Wai au téléphone. T'es confiant, toi. Le pseudo, c'est Wai, c'est ça? Ça va, Joël? Ça va et toi? Ben ouais. Alors le pseudo, c'est pas ça. Le pseudo, c'est On met le Wai. Ah, on met le Wai. On met le Wai. On met le Wai. Ah. Dédicace à Massilia, quand même. Eh, Massilia Sound System, le sang. Comment tu vas? Ben ça va, Joël, et toi? 2 semaines à supporter ce 3-0, ça va être long. Ben, c'est 3-1, avec ce pénalty généreux. Ah ouais. C'est sûr que ces trêves internationales, ça fatigue, on est d'accord, ouais. Moi, je préférerais. Après, je sais pas si c'est pas très ponctuellement et mal pour un bien, parce qu'on était quand même la tête au fond du seau, donc cette petite trêve, elle arrive peut-être exceptionnellement au bon moment, même si nous, supporters de l'Olympique de Marseille, elle nous gonfle un peu, mais je pense que ça va permettre de calmer les tensions et de repartir bien en tête. Enfin, c'est tout le mal que l'on souhaite, évidemment, à l'Olympique de Marseille. Tu voulais nous dire quoi, Joël? Alors moi, juste une petite réflexion que je me dis depuis le début de la reprise. Alexis Sanchez s'était proposé, on l'avait gratuitement pour 300 000 par mois. Ouais. Vu comme on joue, en allant au stade, je crois que c'est le plus meilleur joueur que j'ai jamais vu. Il te lavait tous les ballons, il te les rendait propres. Jouer comme ça, en dos à la défense, pour pouvoir faire remonter le bloc sur les contres, il aurait été parfait. Peut-être un peu vieillissant, ne me dis pas que tu fais entrer à la 66e minute, il ne te sert pas énormément. On l'avait gratuit, il te coûtait 3,6 millions à l'année. Alors, on va être en désaccord, Joël, et même si je comprends ton avis, qui est totalement respectable, le Alexis Sanchez, et j'en sais quelque chose, c'est un mercenaire. Je vous le dis aujourd'hui, il n'est pas à l'Olympique de Marseille, il ne reviendra pas à l'Olympique de Marseille. Je ne fais pas de caca nerveux, je ne chouine pas, je ne pleure pas, pour tout vous dire, je m'en fous, mais c'est un élément que je vous donne pour que toi aussi tu aies cette information. Depuis le début du Fossé Indoor, où il y a quand même, les groupes de supporters qui votent, les journalistes qui votent, les lecteurs du Fossé, bien évidemment, qui ont leur importance. Donc il y a quand même un panel, Joël, de personnes qui votent pour élire l'Olympien de l'année. À chaque fois qu'on a décerné cette récompense en fin d'année à un joueur, qu'il s'appelle Thauvin, qu'il s'appelle Mandanda, qu'il s'appelle Dimitri Payet, qu'il s'appelle peu importe qui, les gens ont toujours été honorés parce que c'est pas le bibelot en verre qu'on leur donne, on s'en fout de ça. Je vous suis depuis assez longtemps pour avoir vu toutes les remises. Voilà, c'est pas le bibelot en verre qu'on leur donne enfin je dis ça, c'est méchant parce que le vendeur chez qui on l'achète, il travaille bien, donc mais bon, c'est pas la Champions League, on est bien d'accord, c'est un petit trophée, bon. Mais au-delà du petit trophée qu'ils vont mettre sur leur cheminée, parce que c'est ce qu'ils nous disent, qu'ils leur mettent dans le salon, etc.,
c'est des gens qui nous font des interviews, qui prennent le temps, Joël, de remercier le lectorat, les supporters en premier lieu de l'Olympique de Marseille, que ce soit les lecteurs du Fossé, hein, que ce soit les groupes de supporters, qui remercient les journalistes, qui remercient l'ensemble du panel des gens qui ont voté pour eux. Alexis Sanchez, le jour où on lui a remis le trophée, Joël, il a pris le trophée, il a fait la photo comme ça, avec un sourire moisi, et il a posé le trophée sur un coin de table et il est parti. Il n'a même pas pris. Il n'a même pas pris. Je veux dire, moi, si j'avais voulu le jeter à la poubelle, le trophée, parce que je m'en cogne, mais considérablement, je dis merci, je fais quand même. Toi, moi. Voilà, et je le jette chez moi, frérot. Tu vois, je le mets dans ma voiture, mais même pas chez moi, je le mets dans ma voiture, je sors de la commanderie, je m'arrête à la première benne, je le jette et je repars, mais à l'insu de tous. Lui, pour bien montrer qu'il s'en cognait, il a laissé sur place à la commanderie, il a pris son sac, il a fait la photo, il a posé sur une table, genre, tu sais, c'est comme si toi, je viens chez toi, tu m'invites à manger, je t'offre une bouteille de vin, tu me dis merci, et devant moi, tu ouvres la poubelle et tu la jettes dans la poubelle. Je pense que immédiatement, je repars, je te dis merci de l'invitation, genre, mais je vais rentrer chez moi. Donc, je réitère que tu as des infos que nous on n'a pas, hein. Tu fréquentes les joueurs, vous êtes proche de... Voilà, donc juste pour te dire... Genre... Moi j'ai envie de te dire, tu vois, avoir des joueurs qui soi-disant font des ongles à Saint-Charles et qui se caguent dessus après du Vélodrome, si après j'aimerais pas avoir une équipe à la parisienne, avec que des mercenaires évidemment, mais tu me mettrais un ou deux qui rentrent à la dernière minute, s'il fait du bien sur le terrain, il fait du bien sur le terrain, des fois je m'en cague, qui viennent pas faire coucou à la fin du match, tu vois. Non mais on ça sera pas l'Olympique du siècle. Jean, tout à l'heure je disais, il y a un copain qui a dit comment on peut dire ça dans le chat quand j'expliquais, moi je préfère un entraîneur qui... Là tu es en train de nous dire la même chose que je dis, c'est est-ce qu'on fait du pragmatisme? C'est-à-dire que oui, Alexis Sanchez aurait pu encore apporter, je pense, cette année. Alors on pense, hein, parce qu'il monte aussi dans l'âge et qu'à un moment donné, il ne va pas jouer au foot toute sa vie. Mais dans l'hypothèse, oui, il aurait pu faire encore du bien à cet Olympique de Marseille. Ça, c'est le côté pragmatisme. Après, dans le côté... Tu économises un salaire, tu économises un achat, et l'année prochaine, si tu te qualifies en Ligue des Champions, c'est de quoi aller faire un drainage. Ouais, mais tu vois, Théo nous dit Sanchez est blessé depuis le mercato avec l'Udinese et du coup, il n'a pas encore joué un seul match cette année. Donc, tu vois, on aurait pu le prendre, il aurait été blessé, on payerait 300 000 € pour un mec qui est blessé et qui ne joue pas. Mais admettons qu'il ait joué. Est-ce que tu prends des joueurs qui sont des mercenaires, qui sont là pas pour l'amour du club, ou est-ce que tu prends des joueurs qui vont s'inscrire dans une dynamique? Tu vois, Mbalardi, il aurait pu partir cet été, il a dit non, moi, l'Olympique de Marseille, c'est un club dans lequel... Mais dans un monde idéal, tu vois, alors s'il faut un joueur pas cher à notre niveau, qu'on peut se prendre à notre niveau financier, qui est bon, qui supporte la pression du Vélodrome et qui en plus aime le maillot depuis qu'il est né, ils vont se faire rares. Mais je suis d'accord avec toi. Après, moi, je suis d'accord avec toi, c'est 11 joueurs comme ça sur le terrain, c'est mon OM préféré. Oui, mais après, moi, je pense qu'Alexis Sanchez... Après, je pense qu'Alexis Sanchez, pour le coup, c'est vraiment un mercenaire. Donc, je suis d'accord avec toi. On peut trouver quand même des joueurs. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Holberg, il dit, moi, j'aime l'OM, je suis venu pour la ferveur et tout. Il aime l'argent aussi. Hein. Il n'est pas venu gratuit, Holberg. Hein. Mais, donc, tous... dire, je sais pas si vous mettre Marseille sur une carte. Hein. Voilà, exactement. Donc tous, quand ils viennent évidemment pour cette ferveur, pour cette passion, parce qu'ils touchent des pesetas, on ne va pas se mentir. Mais je veux dire, Sanchez, c'est vraiment l'archétype, c'est vraiment la caricature du mercenaire par essence, quoi. Tu vois, le mec, il est là. C'est lui avant, voilà. Sanchez, tu vois bien que c'est lui avant le club. C'est sa carrière avant le club, c'est sa gueule avant le club, il pense à son cul avant le club, tu vois. Holberg, je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit. Rabiot, je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit, tu vois. La personnalité des joueurs, tout ça, nous, on n'a pas trop accès non plus.
Voilà, donc je pense que... Alors après, c'est toujours pareil. Si tu me disais, Joël, demain, on a l'opportunité de faire venir Erling Haaland, mais par contre, c'est un mercenaire. Bon, le mec, il enfile des buts comme toi, tu enfiles des perles sur un collier. Donc, je vais te dire, ouais, fais venir Erling Haaland, et tant mieux, et tant pis si c'est un mercenaire. Mais il faut vraiment qu'il ait une plus-value de fou. Là, Sanchez, il est parti de l'Olympique de Marseille. Moi, les combats, que j'aime pas forcément trop ça. Donc, non, franchement, j'étais pas partisan. Et tu vois, l'année prochaine, tu me dirais, on a l'opportunité de refaire venir Aubameyang. Non, tu vois, j'ai pas envie. Tu es parti, frérot, tu es parti. Si tu aimes l'OM, tu restes à l'OM. Tu n'aimes pas l'OM, tu pars, il n'y a pas de problème. Ou si tu as des opportunités, c'est même pas une histoire de tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est là où on disait, Thauvin, est-ce que ça serait pas une bonne idée? Arrêtez avec ces joueurs qui sont partis. Ils sont partis. Tu vois ce que je veux te dire, Joël? Ils sont partis, ciao, bon vent, bonne chance. Voilà. Après, ça dépend de la configuration, tu vois. On était bien content de reprendre Dimitri Payet et Mandanda aussi. Et des fois, le club est obligé de vendre, ça dépend comment tu pars aussi. Si tu pars parce que tu dis l'herbe est plus verte chez le voisin, je me casse à Lyon, par exemple, tu vois, sans citer de nom. Non, mais je comprends, encore une fois, tu vois, Roi Kirou, il nous dit Sanchez a mouillé. Mais je suis d'accord avec toi, normalement c'est parti. Je te suis entièrement là-dessus. Super, bah écoute Joël, merci beaucoup pour ton appel et continue de mettre le why. Merci de m'avoir pris. C'est sympa de te parler parce que je suis pas très internet, donc je ne vais jamais sur les chats. Puis depuis que vous avez ouvert le numéro, je voulais vous avoir de vive voix. C'est plus humain, c'est plus sympa. Eh ben c'est pour ça que... Tu vois, si je peux vous faire une petite réflexion, le Phocéen, je vous suis depuis le début. Hein. Dis-moi. Depuis quand il y avait encore M. Rodriguez, que tu étais encore à la petite caméra dans ton petit local. Arrêtez de faire les Drucker des fois, l'excellentissime, le magnifique, en vous présentant. On se croit chez Drucker des fois, les gars. Ah ben si on ne se valorise pas nous, je ne sais pas qui c'est qui va le faire, Joël. Pardon? Si on ne se valorise pas nous-mêmes, je ne sais pas qui c'est qui va le faire. Moi, quand je reçois des... Quand je dis l'excellent... mais tu sais, Joël, quand je dis... et on a l'excellent Loïc Lachaud, je te donne un exemple à la réalisation de cette émission, c'est parce que tout simplement, il est excellent. Moi, quand je vais à BFM Marseille faire une émission, ils sont 6 ou 7 à faire l'émission. Quand je vais... j'ai eu la chance d'accéder à des plateaux télé. Les mecs, ils sont 12, ils sont 15, ils sont 20. Loïc Lachaud ou Jade de Volpe, ils sont seuls à la réalisation. Ils font le son, ils font l'image, ils font les synthés, bref. Donc, ils sont excellents. Et je pense que les mecs de télé, s'ils venaient au Phocéen, ils n'auraient peut-être pas la vista, ils n'auraient peut-être pas la capacité à faire tout ce que fait Loïc ou à faire tout ce que fait Jade. Donc oui, ils sont excellents. Et moi, je me permets de dire ils sont excellents. Quand j'entends Fabrice Céleschi, Djibabou, quand j'entends Maxence Volpe, quand j'entends Romain Hering, Romain Canuti, je trouve que dans leurs avis, dans leurs commentaires, ils sont brillants. Alors que quand j'écoute l'équipe TV ou certains spécialistes, 10 spécialistes de RMC, je les trouve pas aussi intéressants que ça. Donc oui, je me permets, quand je présente, de dire... C'est pour ça qu'on vous suit toujours, de toute façon. C'était pas voilà. Pour taquiner votre compétence, juste pour un petit traquage à la Marseillaise pour dire au revoir. Bon, ça roule, Joël. Juste, merci beaucoup de ton appel. Moment pour le travail, et c'est incroyable ce que c'est Marseille. Tu rentres dans un pub, il y a la moitié du pub en bleu et blanc pour un PSG, 100 personnes devant le stade, et les écharpes, les affiches, incroyable. L'OM, c'est fou, quoi. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup de ton appel, Joël. Bonne émission, une belle journée à toi. Ciao, ciao. Roi Kirou qui nous dit Sanchez a mouillé le maillot plus que n'importe qui dans cette équipe, Seb, mercenaire ou pas. Non, mais Roi Kirou, on ne dit pas la même chose. Moi, je ne suis pas en train de te dire que Sanchez n'est pas un bon joueur de foot. Je ne suis pas en train de te dire que Sanchez, il n'a pas mouillé le maillot. Je ne te dis pas que Sanchez, il n'a pas concouru à faire en sorte que l'Olympique de Marseille soit en haut de l'affiche. C'est pas ça que je te dis. Je te dis que dans son état d'esprit, tu veux que je te remontre une vidéo où il y a Sanchez et Vitinha et il pourrit Vitinha? C'est ça, c'est est-ce que tu es dans un état d'esprit collectif? Est-ce que tu es dans un projet commun ou est-ce que tu joues pour ta gueule? Donc, qui court, c'est indéniable. Qui mette du pressing, c'est indéniable. Qui soit bon, c'est indéniable. Et tu sais quoi, ce genre de joueur, ce qui m'énerve le plus? Après ça, j'ai pas d'argument ou j'ai pas de preuves pour étayer mon propos. Mais
quand il était avec Lionel Messi ou quand il est avec des grands joueurs, est-ce qu'il se fait le fifounou comme il fait avec Vitinha ou avec d'autres joueurs? J'aimerais bien voir, moi, si à Messi lui dit « Oh, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as pas passé le ballon, là, oh, Messi !» Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est la mentalité, c'est l'état d'esprit. Oui, il a mouillé le maillot, c'est quelqu'un qui est hargneux, c'est quelqu'un qui est combatif, mais il s'est pas projeté dans un projet, justement, avec l'Olympique de Marseille. C'est tout. Il est venu un an, il a fait son un an, il s'est barré, point barre à la ligne. Et mauvais exemple pour Thauvin, je te parle de maintenant, Nicolas, je te parle pas que quand... Mais je te dis pas, mais vous êtes incroyable quand même, hein. C'est un truc de fou. Je vous dis pas qu'un joueur qui part, s'il revient à l'OM, il va pas être bon. Payet, il est venu, il est parti, il est revenu, il a été bon. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'un joueur, quand il part, il part. Voilà. Vous avez, vous, des chéris, ça déconne, vous avez des... Alors, vous allez me dire, ah ben oui, justement, mon ami, ma cousine, mon frère, mon tonton, mon ami, mon meilleur ami, et il était avec une chérie, ils se sont séparés, puis 2 ans ensemble, 2 ans après, ils se sont remis ensemble. Moi, quand je suis avec une gonzesse, on se sépare, eh ben c'est fini. 2 ans après, elle peut m'appeler avec toutes les larmes de son corps en me disant « Oh, Sébastien, je regrette la situation, en fait, j'ai réfléchi, en fait, pour peu que ça soit elle qui m'ait quitté. » Je vais lui dire « Écoute, tu es parti. » Ouais, mais j'avais pas réfléchi à l'époque. Ouais, mais j'aurais... Moi, une histoire, quand elle est terminée. Que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit sportif, que ce soit quand c'est fini. Voilà, c'est terminé. Tu passes à autre chose. Je dis pas qu'il ne peut pas... je ne dis pas que les mecs, ils peuvent pas être bons. Voilà, Thauvin, on va pas faire un acte 3, comme nous dit Enafos 13. C'est bon, quoi. Sorora qui nous dit Seb, j'ai toujours su que tu n'avais pas de cœur. La bise. Ah tiens, si plus de cœur que moi, tu meurs. C'est un truc de fou. Mais c'est pas de la rancune, Nacho, c'est un truc de dingue. C'est pas une histoire d'être rancunier. C'est une histoire de... quand tu es dans une... C'est une histoire de... Comment je peux vous expliquer après, on accueillera Phoenix au téléphone. Comment je peux vous expliquer mon état d'esprit? Moi, en fait, je suis de la team solidaire, je suis de la team main dans la main, je suis dans la team on va à la guerre ensemble. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On est ensemble, quoi, que ce soit, peu importe la situation, encore une fois, affectif, professionnel, peu importe la situation, on est ensemble. Voilà, on est ensemble, on est unis, on est solidaires, on fait un. Donc le jour où il y a une des parties qui dit on ne fait plus un, je pars à Alexis Sanchez, il dit je pars, je suis pas rancunier, viens boire un coup à la maison. Alors pour le coup, pas lui, c'est une tête de con, mais si c'est Thauvin qui est un charmant garçon, ben Thauvin, Flo, tu reviens sur Marseille, viens boire un coup à la maison. Mais je ne te veux plus dans ma team, tu es parti, on ne fait plus un. Vous comprenez l'histoire? Voilà, parce que soit il revient en fin de carrière, ça m'intéresse plus, soit c'est parce qu'il n'a pas d'autres opportunités. Donc on est ensemble, on est soudés, on est dans un projet. Donc le seul, comment dirais-je, la seule exception que je mettrai à ce discours, c'est je suis Payet, je me prends la tête avec Jacques-Henri Hérault, on se dispute d'un point de vue contractuel, je viens devant les caméras, je dis moi j'aime l'OM, je voulais continuer à jouer pour l'OM, mais parce que c'est le club que je veux défendre, les couleurs que je veux descendre, mais le président actuel Jacques-Henri Hérault, il me prend pour un jambon, il m'a enlevé des primes, il me prend pour une conne, donc je pars au mercato parce que ce président c'est un astre et je veux pas rester. Le mec part, arrive derrière Longoria à la présidence, et Payet dit on s'est parlé avec Longoria, je vais revenir. Le discours il est différent, vous comprenez ce que je veux dire? Là c'était une problématique d'homme à homme, et du coup il est parti dans ce contexte-là que je suis en train d'énumérer, et il revient, et dès qu'il a l'occasion de revenir, comme l'OM c'est son club de cœur, alors, et qu'il a envie de jouer pour l'OM, il revient. Dans ce contexte-là, je peux dire ouais, allez, ok, mais Thauvin c'était pas ça. Thauvin, souvenez-vous, Thauvin ils lui ont fait un pont d'or pour qu'il reste. Ils lui ont dit, s'il te plaît, non, j'ai envie de voir autre chose, je vais aller au Tigresse, je sais pas quoi. Ben, tu es parti au Tigresse, frérot, pars au Tigresse. Mais il a peut-être même raison. Il a voyagé avec son enfant, sa femme, il a découvert une autre culture, il a pris du pognon et tout. Mais maintenant, oui, j'ouvre la porte à l'OM. Mais qu'est-ce que nous, on t'ouvre rien du tout. Enfin, moi, j'ouvre rien du tout. Après, Longoria, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ouvre rien du tout. Voilà. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Le Phoenix, j'ai vu dans le chat que, avec Steph OM, vous
disait, ah, tu appelles pas, allez, pourquoi pas. Il a appelé, il l'a fait. Salut Félix. Salut Seb, ça va? Très bien. Et je réponds à ZDMAE qui dit Seb, c'est insensible, un affectif, c'est pour ça qu'il pense ainsi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ZDMAE. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends absolument Roberto De Zerbi dans sa gestuelle, dans son fonctionnement, parce que c'est un affectif aussi, c'est un sanguin aussi, et que quand il prend une bouteille, qu'il veut jeter la bouteille, je le comprends, parce qu'il y met son cœur, il y met son âme, et que pour l'instant, ça ne marche pas au Vélodrome, et que ça le rend dingue, et je le comprends parfaitement. Je t'écoute, le Phénix. Ouais. Bah, par rapport à ce que tu viens de dire, tu as dit tout à l'heure comment tirer le meilleur parti de nos joueurs. Je trouve que De Zerbi, il se met lui-même un petit peu des bâtons dans les roues. T'as Rabiot qui est top 5 des meilleurs relayeurs du monde. Il le fait jouer à droite. Donc, enfin, c'est les meilleurs relayeurs gauche du monde. Il le fait jouer à droite. T'as Balerdi qui fait une saison extraordinaire. Axe gauche, il joue axe droit. Donc tu te mets pas forcément dans les meilleures conditions, quoi. Genre par exemple tu mettrais Brassier à droite, il serait pas moins nul, quoi. Ou conduct bien. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est comme quand il a mis Holberg à Strasbourg dans la défense centrale. Tu te dis mais pourquoi en fait, tu vois, tu as un point d'interrogation. Bon, je comprends ce que tu dis. Après, si on regarde tous les matchs de la Juve ou tous les matchs de l'équipe de France, je ne suis pas certain. Je crois qu'avec la Juve, il a joué majoritairement, il a joué à gauche, mais il a fait quelques matchs à droite aussi, si je ne dis pas trop de conneries. Donc, ce n'est pas une vérité absolue non plus. Ensuite, c'est ce que nous, quand on lui a posé la question, il nous a dit, parce que moi, je veux jouer avec des faux pieds dans le cœur du jeu. Donc, c'est sa philosophie, c'est sa manière de voir le foot. Est-ce que ça serait mieux si Rabiot joue à gauche et si Balerdia il joue à gauche? Le problème de ça, et on en dissertait souvent avec d'autres confrères journalistes, c'est que il faudrait avoir une espace-temps parallèle, tu sais, les multivers, là, comme dans les Marvel et compagnie. Il faudrait vivre une vie parallèle où, en fait, tu refais le match et tu mets Rabiot axe gauche, tu mets Balerdia axe gauche, et d'un coup, les mecs... Rabiot il apporte 2 fois plus que ce qu'il a fait sur ses dernières prestations. Balerdi fait plus aucune bourde parce qu'il est axe gauche. Je sais pas, en fait c'est une hypothèse sur ce qu'on a vu l'année dernière. Tu as raison, mais est-ce que cette année ça serait la même chose? Je sais pas. La vérité c'est que je sais pas. Ce que tu dis, ça a du sens, ça a énormément de sens. Je peux même te dire quelque part que je te rejoins dans ton analyse. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Je sais pas. Tu vois le premier match de Rabiot quand il joue à gauche, qui décale Jonathan Rowe, c'est magique. Tu vois qu'il a tous ses repères et il y a personne qui peut lui y faire. Enfin, c'est magnifique. Et quand il est à droite, je le trouve un petit peu éteint, quoi. Ouais, je comprends. Je profite, je réponds à Pedro de la Pampa au passage, parce que j'essaye de faire un mix entre les copains sur le chat et vous au téléphone, qui dit ouais, il est sensible mais pragmatique, parfois c'est un contresens. Moi, je suis sensible, si tu veux, Pedro de la Pampa, sur la gestion humaine, sur les contrats, tu vois, tout ce qui est extra-sportif. Après, une fois que le match il commence, et c'était pareil quand je faisais du tennis de table, et on te le dit souvent, un Rafa, Nadal, dans la vie de tous les jours, le mec est un amour. C'est une patte, c'est un gentil garçon. Un Wawrinka, c'est une patte, c'est un gentil garçon. Quand tu les vois sur un terrain, c'est des tueurs à gages. Les mecs te massacrent, il n'y a plus de pitié. Ben moi, c'est pareil, dans la gestion humaine, des contrats, de la constitution d'un groupe, des équipes, des transferts, tout ça, je ferai plus de la sensibilité. Après, une fois qu'on est sur la pelouse, je fais mon meilleur 11 et je suis une machine de guerre. Je suis là pour gagner. Sinon, tu peux pas. Si tu es sensible dans le foot ou si tu es sensible dans le business ou si tu es sensible dans autre chose, tu te fais croquer comme un petit enfant. Donc
Donc voilà, il faut savoir pourquoi tu es là. Donc c'est tout. Donc moi j'ai plus de la sensibilité, voilà, encore une fois, sur ce que dégage le joueur. Et un Alexis Sanchez, ouais, c'est une machine froide et qui joue pour sa gueule. C'est plus qu'il joue pour sa gueule qui m'énerve en fait. C'est plus qu'il pense à sa propre carrière. Mais les gars, arrêtons de parler d'Alexis Sanchez. Mbappé, vous croyez qu'il s'est inscrit dans le projet du PSG? C'est un mercenaire, le mec. Alors que quand il était à Monaco, la vérité, moi j'avais dans mon entourage des gens qui le connaissaient, c'était un super jeune. Le mec, il était dans un super état d'esprit et tout. Après, il a eu l'opportunité de partir à Paris, il est allé à Paris. À Paris, c'est devenu Boulardo. Voilà, il joue pour son compte. Le mec, oh, je joue pas avec l'équipe de France, je sais pas quoi et tout. Boulardo, moi, si je suis sélectionneur de l'équipe de France, je ne le prends plus jamais. Tout Mbappé qu'il est, je ne le prends plus jamais. Voilà, comme Aimé Jacquet n'avait pas pris Cantona. Voilà, il y a des mecs, non, c'est eux avant le groupe, c'est eux avant le collectif. Un Zidane, ça n'a jamais été ça. Zidane, pour moi, il est 2 fois plus fort qu'Mbappé. Pourtant, le mec, il pensait groupe, il pensait collectif. C'est pour ça que je lui en ai beaucoup voulu sur le coup de tête de Materazzi, parce que justement, ce mec, il est humble, il est puissant, il est tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, il était tellement haut dans ma conscience que, ah, pas toi, Zizou, pas ce coup de tête-là. Toi, Mbappé, ça m'aurait pas étonné qu'il mette un coup de tête. Un Zlatan, ça m'aurait pas étonné qu'il mette un coup de tête. C'est des mecs qui jouent pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il s'en fout de se tourner, de mettre un coup de boule? Il s'en fout. Zizou, lui, c'est collectif, c'est un super mec. Donc, c'est ce qui m'a le plus contrarié dans cette histoire. Pas toi, quoi. Quelque part, vous voyez, bah, pas toi. Donc, c'est ça que je vous dis. Pardon, Phoenix, je t'ai coupé. Non, je suis d'accord. Je t'embête pas trop longtemps. J'appelais au départ pour dire que j'en avais ras-le-bol des trêves internationales qui sont en train de tuer le football, je trouve. Les joueurs, ils partent, ils reviennent blessés, ils font 10 000 bornes en avion, et il leur faut 2 semaines pour se remettre dedans. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais, moi, ça me rend dingue, et moi encore plus que vous, parce que le fossé, même si on traite de l'actualité du foot, on est quand même spécialisé sur l'Olympique de Marseille, et quand l'OM joue pas, ben forcément, y a moins de lecteurs qui viennent, puisqu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu calme. Donc moi, ça m'énerve d'un point de vue en tant qu'amateur de foot et suiveur de l'OM. Ben, j'ai pas mon OM, donc ça me gonfle. Et en plus, pour mon activité professionnelle, c'est vraiment difficile. Donc ça m'énerve 2 fois plus que vous. Mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup, le Phoenix, d'avoir appelé. Les amis... Allez, l'OM. Les amis, c'est 11h45. Je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir été présent pour cet OM au Café malgré la trêve internationale, et on se retrouve à 18h pour un talk avec Slimane Ayen, avec Christian Catado, le patron des Dodgers, et Moussa Maskri, l'acteur, le célèbre acteur, le Banji dans tous les films, qui sera aussi sur ce plateau. Allez les amis, je vous embrasse bien fort, à bientôt. Bye bye.